bien connu des téléspectateurs de TV Liberté, Jean-Claude Rollinat vient de publier aux éditions Godefroy de Bouillon « Monaco, plus qu'une principauté de rêve, un État », avec la volonté de restituer et de condenser en quelques pages la vie trépidante de cette anachronique principauté. Cet ouvrage, bien évidemment, est en vente sur le site TVL. Vous allez sur la boutique de TVL pour vous procurer l'ouvrage. Jean-Claude Rollinat, bonjour. Bonjour Martial. Merci de venir sur TVL. Vous connaissez bien TVL. C'est moi, qui vous remercie. De la chaîne. Et comment vous est venue l'idée de vous intéresser à ce micro-État de moins de 3 km², une pastille à l'allure d'État souverain? Alors écoutez, j'ai toujours été fasciné par ce qui était anachronique. Et en Europe, nous avons la chance d'avoir de minuscules États qui ont survécu alors que d'immenses empires ont disparu. Vous prenez l'Empire byzantin, qui a duré presque 10 siècles. Vous prenez l'Union soviétique, qui a duré beaucoup moins. Vous prenez la République démocratique allemande, j'en passe et des meilleurs. Il y a énormément d'États qui ont disparu. J'avais d'ailleurs fait un bouquin de ce sujet-là. Or, exception, vous avez des micro-États qui survivent malgré les aléas de la politique internationale. Alors, nous avons Andorre, nous avons la République de Saint-Marin, nous avons la principauté du Liechtenstein et celle de Monaco. Donc, Monaco m'a toujours intéressé, en partie pour cette raison, et puis surtout parce que c'est le premier pays étranger, entre guillemets, que j'ai visité quand j'avais 7 ans. Et le gamin que j'étais avait été fasciné par le ballet des carabiniers qui montent la garde devant le palais du prince. Et puis, j'y suis revenu assez souvent. Et puis, le dernier séjour que j'y ai passé avec mon épouse d'une bonne semaine. Et là, j'ai exploré, évidemment, cette principauté à fond, si je puis dire. Enfin, j'ai essayé de faire après, d'en tirer un digest. C'est un petit bouquin d'histoire et en même temps un guide touristique succinct qui peut donner envie aux gens d'aller approfondir la visite de cet État anachronique. Parce qu'effectivement, moins de 40 000 habitants, une souveraineté internationalement reconnue, parce que Monaco a un siège aux Nations Unies. Vous imaginez, un siège qui compte autant que celui de la Chine populaire. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Voilà. Alors, autre chose extraordinaire, c'est qu'une entité politique aussi minuscule ait pu survivre pendant près de 8 siècles. Alors, certes, avec bien des vicissitudes, mais néanmoins, 8 siècles plus tard, Monaco est toujours là. Alors, bon, d'abord, cette principauté a été créée, elle a été prise à l'abordage. Au départ, sur le rocher, c'était une forteresse féodale qui était détenue par les partisans du Saint-Empire romain germanique, les Gibelins. Et puis, il y avait la famille Grimaldi qui, eux, jouaient la carte du pape, le camp des Guelfes. Et puis, un jour, le premier des Grimaldi, grimé en moine, a demandé l'hospitalité et, entouré de ses mercenaires, il est parti à l'assaut du rocher et ils ont oxy la garnison locale qui dépendait de Gênes, de la République de Gênes. Et puis, petit à petit, évidemment, par l'hérédité, cette seigneurie s'est constituée. Elle a été reconnue par Charles VIII, roi de France, en 1489, qui a reconnu cette suzeraineté, cette souveraineté, confirmée bien plus tard par le roi Louis XIII, à l'occasion du traité de Péronne, et jusqu'à la Révolution française, bon an, mal an, cette principauté était reconnue internationalement. À l'époque, évidemment, quand on dit internationalement, ça se limitait à l'Europe. Bien. Et vint la Révolution française, alors là, effectivement, Monaco est rayé de la carte, Monaco est débaptisé, on nomme le rocher Port-Hercule, et Port-Hercule devient une sous-préfecture des nouveaux départements, notamment les Alpes-Maritimes. Alors il faudra attendre la Restauration, et notamment à l'issue du Congrès de Vienne de 1815, pour que la souveraineté de Monaco soit reconnue encore à la famille, aux héritiers des Grimaldi. Et alors là, il n'y aura plus d'accrocs, jusqu'à 1962, où le général de Gaulle et le prince Régnier III se sont affrontés à propos de la question de la fiscalité pour les résidents français. Voilà, en gros. À savoir qu'une princesse de Monaco a perdu sa tête pendant l'horrible période révolutionnaire. Voilà, bon. C'est ça, vous parlez d'une princesse de Monaco guillotinée, et on pense au sketch des Inconnus, Stéphanie, mais c'est pas elle. Ah, non, c'est pas elle. Donc, voilà, ce qu'on peut dire, grosso modo, sur l'histoire, en abrégé, évidemment. C'est un micro-État indépendant.
Alors, mais pas très indépendant de la France. Oui, juridiquement... Même très dépendant de la France, honnêtement. Vous avez raison, mais juridiquement, Monaco est un État souverain puisqu'il jouit de la souveraineté internationale reconnue au plan mondial. Hein. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont un siège à l'ONU, ils ont des ambassades aux États-Unis, en Allemagne, en France, boulevard Suchet, il y a un très bel hôtel particulier où réside l'ambassadrice. Et à l'inverse, vous avez l'Italie qui entretient une ambassade à Monaco même, la France aussi, et l'ordre souverain de Malte. Vous voyez, qui est l'ordre souverain de Malte, on pourra en parler ultérieurement, mais ce n'est pas un État tout en étant reconnu internationalement comme un État. Donc il y a des relations diplomatiques. Puis il y a des consulats et des consulats honoraires. Là, je ne vous dis pas, il y en a une bonne centaine. Voilà. Alors, on dépend de la France pour Pour la monnaie, pour les frontières, pour la police. Alors, bien entendu, quand vous avez dit que Monaco est indépendant, mais vous mettiez ça entre parenthèses, il est vrai que Monaco est très dépendant de la France, à ce point que le ministre d'État, qui est le premier ministre du prince, qui est nommé par le prince, mais c'est lui qui donne son agrément, et c'est l'Élysée qui suggère la nomination de ce... En général, c'est un haut fonctionnaire en fin de carrière, et on lui offre une retraite dorée, si vous voulez, pour aller se faire bronzer sous le soleil de la Méditerranée. Mais, alors évidemment, Monaco est tributaire de la France pour ce qui est de l'énergie. Monaco, sans être membre de l'Union européenne, fait partie de la zone euro et est inclus dans la zone de défense de la République française, bien entendu. Alors, on peut dire que c'est une souveraineté limitée. Monaco ne pourrait pas survivre si la France ne le voulait pas. Mais quel intérêt aurait la République française d'annexer ce petit bout de territoire qui attire des touristes? Et bien entendu, parce que Monaco a émergé, si vous voulez, internationalement, il faut bien le dire, c'est récent, en 1956, avec le mariage de Grace Kelly et de Régnier, l'attention mondiale s'est portée, s'est focalisée sur ce rocher. On a découvert... un mariage princier. Vous voyez, le conte de fées. Bon, voilà. Et là, les projecteurs se sont braqués sur cette principauté. Et Régnier de Monaco, on peut bien le dire, c'est vraiment lui qui a fait émerger cette principauté dans le monde moderne. Bon, il a innové, il a mis l'événementiel au premier plan, il a agrandi son territoire en créant le nouveau quartier de Fontvieille, etc., etc. On peut dire vraiment que c'est à partir de là que ça a émergé au plan international. Et alors son fils, Albert, bon, un penchant écologique, mais bon, nul n'est parfait, mais il utilise l'institution qu'est le musée océanographique, qui est remarquable, pour avoir une influence en Méditerranée, notamment sur ce plan de la défense des écosystèmes. Vous avez utilisé le terme innovation, et pourtant, au-delà de tout cela d'ailleurs, la principauté de Monaco, c'est une monarchie constitutionnelle dont la religion officielle est le catholicisme. Tout à fait. Et certains voient dans tout cela une monarchie archaïque qui incarne un pouvoir monarchique dépassé, accaparé par une poignée de privilégiés. Alors, il y a un côté, incontestablement, un côté fric, un côté frime, un côté bling-bling, parce que vous avez des grosses fortunes qui sont venues se réfugier là, bien que Monaco ne soit plus classé comme un paradis fiscal. Mais vous avez, c'est une exception, bon, Monte-Carlo, Monaco, c'est le Benidorm du riche, c'est le petit Hong Kong de la Méditerranée, ça a poussé verticalement, les espaces verts sont limités, mais remarquablement entretenus, et le prix au mètre carré, excusez du peu, est de 50 000 € à peu près en moyenne. Donc, ne peuvent s'offrir des appartements que des gens fortunés. Les monégasques, en revanche, 8 000 sujets monégasques sur 40 000 habitants. 8 000 sujets monégasques. On applique le principe de préférence nationale à Monaco. J'ai discuté avec des monégasques et ils nous ont dit le prince fait beaucoup pour nous loger. C'est-à-dire que les monégasques, non, les citoyens, les sujets monégasques n'ont apparemment pas de problème pour se loger dans des immeubles de luxe où, alors là, ceux qui achètent ou ceux qui sont locataires, évidemment, ouvrent le portefeuille. Alors vous avez des grosses fortunes qui sont là, vous avez à peu près... Au mètre carré, c'est quand même le pays au monde où il y a le plus de millionnaires, puisque 31% de la population, on estime que 31% de la population est millionnaire en euros. Donc, c'est dire quand même, vous voyez, Abu Dhabi ou Dubaï sont presque dépassés.
Je rajoute un élément à ma question, parce que vous expliquez qu'au centre d'un système politique et économique de la principauté de Monaco, il y a une famille, la famille princière, vous m'avez dit, le prince a fait, le prince, c'est les Grimaldi, et pour certains, alors les Grimaldi ont maintenu la paix, la prospérité, tout en faisant rayonner Monaco sur la scène internationale, oui, ça oui, c'est une image que vous donnez dans l'ouvrage. D'autres aussi voient une famille... Ils ont une famille d'opérettes représentant un symbole de superficialité. Alors qu'en est-il réellement ? Alors, vous avez raison. On peut dire qu'il y a les deux. Mais il y a un côté artificiel. Effectivement, j'ai dit un côté bling-bling, c'est vrai. Mais d'un autre côté, vous avez évoqué le principe monarchique. Vous avez des monarchies en Europe qui survivent, mais où les monarques n'ont aucun pouvoir. Les monarchies scandinaves, la monarchie belge, hollandaise, n'ont absolument aucun pouvoir effectif. À Monaco, le prince, de par la Constitution, est quand même le chef de l'État avec une réalité, si vous voulez. Le conseil gouvernemental présidé par le ministre d'État est quand même aux ordres plus ou moins du prince. Alors, il a son pouvoir freiné par un conseil national qui est un parlement, il y a 24 membres. Et ça n'a pas toujours été le cas d'ailleurs, c'est assez récent dans l'histoire de Monaco. Oui, non mais ce conseil. Ce ne sont pas on ne peut pas dire que c'est un monarque absolu, puisqu'il est limité par effectivement les compétences du Conseil national. Il y a une chose qu'il faut dire à nos amis téléspectateurs, c'est que pour une même entité politique, nous avons deux strates. Nous avons une strate municipale qui gouverne Monaco, Monte-Carlo, enfin tous les quartiers de la principauté. Unique, c'est une municipalité unique avec un conseil municipal, un conseil communal classique avec un maire à sa tête, avec des élections récurrentes et pouvoirs municipaux, c'est-à-dire parcs et jardins, enlèvement des ordures, les cantines scolaires, etc. Donc, et puis vous avez, pour le même territoire, la strate étatique, avec le Conseil national qui est le Parlement local, le ministère d'État et ses conseillers, qui sont autant de ministres. Il y a beaucoup moins de ministères qu'en France. Là, on est plus économe là-bas. Il y a 6 départements à tout casser. Et puis, vous avez le prince, qui est le chef de l'État. Bon. Voilà. Alors, évidemment, lui, il a plus de pouvoir que les monarques scandinaves que j'évoquais tout à l'heure. Indubitablement. Et il donne l'impulsion. Voilà. Et on peut dire, j'en reviens, c'est quand même... Il y a eu un précédent. Il y avait, sous le Second Empire, Monaco, quand même, s'est ouvert un petit peu aux riches britanniques et futurs exilés russes qui venaient sur la Côte d'Azur. Voilà. Et il a ouvert un casino. Ça a été la première fois, ce prince a créé la Société des bains de mer. La Société des bains de mer, ça donne le casino. Le casino, joueur compulsif. Alors là, il y a énormément de gens qui viennent jouer au casino de Monaco. Il y a un théâtre à côté, l'opéra, etc., où on joue très souvent des ballets, viennent se produire des ballets célèbres. Et il y a une vie mondaine. Vous avez le bal de la Rose, vous avez le Grand Prix de Formule 1, vous avez le rallye de Monte-Carlo, vous avez le cirque, etc. Tout ça, c'est quand même, ça a été, bon... Les courses automobiles, ça a été déjà avant l'arrivée du prince Régnier III. Mais le prince Régnier III a quand même donné une impulsion importante. Je pense que c'est vraiment lui qui a fait émerger, je le redis, Monaco sur la scène internationale, qui lui a donné une existence. Alors, évidemment, vous allez me dire, bah oui, mais c'est une petite pastille, ça pourrait ne pas exister. Bien sûr, mais small is beautiful, quelque part. Vous abordez un chapitre important, la question de l'économie et des finances. Et là encore, les avis sont partagés. Pour votre part, vous insistez sur le fait que Monaco, c'est une économie qui fait travailler des frontaliers et qui est un État parmi les plus riches du monde par rapport à sa population. Ça, c'est indéniable. Alors, est-ce que c'est suffisant ? Il y a 130 nationalités qui cohabitent à Monaco. J'avais demandé à un monégasque comment était-ce possible, parce que quand on sait ce qui se passe en France, où on ne vit pas côte à côte, maintenant on vit face à face. Eh bien il me dit, c'est très facile, à Monaco, on cohabite très bien, parce que les acheteurs de Maserati discutent avec les acheteurs de Maserati, et les conducteurs de Lamborghini discutent avec les conducteurs de Lamborghini. Bon, c'était une boutade. Bien. Alors vous avez évoqué l'aspect des travailleurs, il y a des travailleurs frontaliers, c'est le pays qui a probablement le plus d'immigrés au monde par rapport à sa population. Alors c'est une ville qui compte moins de 40 000 habitants, dont 8 000 ont la nationalité, et il y a quotidiennement 40 000 personnes qui viennent travailler à Monaco.
C'est énorme. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Alors, on travaille dans le secteur hôtelier et touristique, 25% du produit intérieur brut. On travaille dans une petite industrie, produits pharmaceutiques, cartonnerie, imprimerie, édition, publication de CD, de films, etc. Bon, et puis il y a le secteur bancaire. Alors le secteur bancaire qui représente quand même presque à peu près 20%, où il y a une trentaine de grandes banques qui sont là. Et alors là, vous avez effectivement beaucoup de grosses fortunes qui viennent mettre leurs petits sous. Alors, est-ce que Monaco est toujours dans le collimateur de l'Union européenne à ce sujet? Il semble que Monaco ne soit plus un paradis fiscal, mais si c'est plus un paradis, c'est pas non plus l'enfer pour autant. La fiscalité est très souple, très généreuse. Les sociétés ne sont pas imposées, les droits de succession sont quasi insignifiants, et les seuls qui sont pénalisés sont les résidents français. Les résidents français, suite au bras de fer entre le général de Gaulle et le prince Régnier III en 1962, bras de fer, entre parenthèses, qui avait alors été matérialisé par une réelle frontière, puisque de Gaulle avait envoyé les CRS pour boucler la principauté. Bon, ça s'est terminé par, évidemment, une sorte de capitulation de Régnier III, qui a été obligé de plier, et il se fait que les résidents français, évidemment, quel que soit leur salaire ou leur fortune, connaissent le régime fiscal français. Voilà. Pour le reste, c'est très confidentiel, à la Suisse, bien que... Alors évidemment, les mauvaises langues diront que la mafia vient recycler un peu de pognon dans les banques, etc., la mafia italienne. Je vous avoue franchement que je n'ai pas été y mettre mon nez. Mais est-ce vrai, est-ce faux? Bon, on dit qu'il n'y a jamais de fumée, il n'y a jamais de fumée sans feu. Et il y en a qui dénoncent un repère pour l'évasion fiscale, ou peut-être au-delà, si vous voulez, un symbole de l'injustice mondiale. Et encore aussi une économie artificielle avec une dépendance excessive. Par exemple, vous en avez parlé au casino, au tourisme de luxe, et ça, ce sont des facteurs indubitables d'instabilité dans la réalité. Alors, écoutez, instabilité, si ça venait à capoter. Mais vous imaginez un monde sans riches? Or, ces riches-là, vous savez, dans un pays, quand les riches deviennent pauvres, les pauvres crèvent. Donc, si vous voulez, ce luxe qui s'affiche à Monaco fait vivre en cascade, fait vivre toute une population. Et les gens vivent plutôt bien. Bon, il n'y a pas de signe, il y a aucun signe de pauvreté évident dans la principauté. Alors vous allez me dire, c'est très fliqué. Oui, évidemment, vous ne voyez pas de SDF avec leurs chiens sur les trottoirs. Ça n'existe pas. Il y a des caméras partout. Il y a à peu près 600 fonctionnaires de police, dont les 3/4 sont en uniforme. C'est si vous voulez, le ratio le plus important au monde par le nombre d'habitants. Il y a à peu près un flic pour 60 habitants. Donc effectivement, pas de criminalité, peu de larcins, pas de détérioration de véhicules, etc. Donc, Jean-Claude Rollin ne pouvait pas dire qu'il n'y a pas de criminalité. Parce qu'il y a des affaires qui montrent et qui ternissent l'image de Monaco. Je pense à l'exemple de l'affaire Bouvier, ce qu'on appelle le Monaco Gate, affaire complexe autour des fonds dans le marché de l'art et des accusations de corruption au sein des institutions monégasques et au plus haut niveau. Ça, c'est une criminalité. Alors, vous avez vu que le prince s'est séparé de son entourage proche. Évidemment, le gestionnaire de sa fortune a été remercié au bout de 20 ans de bons et loyaux services. Ça, c'est une forme de criminalité. Vous ne pouvez pas me dire que ce n'est pas une forme de criminalité, ce n'est pas l'insécurité dans la rue. Était-il ces dévoués amis du prince, étaient-ils main blanche? Bon, si le prince s'en débarrasse, et si la justice a mis son nez dans l'affaire, c'est qu'il y a quelque chose qui est louche. Or, est-ce que le prince a été, si vous voulez, trompé par ses amis? Bon, les marchés publics. Alors là, les marchés publics, l'immobilier, c'est de la folie. L'immobilier, ça construit partout, en hauteur, parce qu'il n'y a plus de place. Donc l'immobilier, c'est effectivement très juteux. Or, il y a une concurrence entre plusieurs familles et qui attribue les marchés. Bon, effectivement, là, il peut y avoir des doutes. Et y a-t-il... effectivement, corruption? Est-ce qu'il y a achat d'avantages? Est-ce qu'il y a des dessous de table? Tout est permis, tout est permis. On peut éventuellement le supposer, mais c'est pas déballé sur la place publique. Bien qu'encore une fois, la justice ait mis son nez dans ces affaires-là et qu'il y ait des poursuites qui soient en cours. Alors les poursuites aboutiront-elles? J'en sais rien. À mon niveau, je n'ai pas pu aller très loin dans l'enquête. L'image du prince
n'est pas tellement touché. Il en ressort quand même que cet homme est très riche et qu'on avait estimé que sa fortune était sensiblement égale ou supérieure à celle de la famille royale britannique. Alors, quand même, hein, pour un si petit pays, 3 km², hein, c'est pas mal. Hein. À carré, moins de 3 km². Bon, alors ça va grandir un petit peu parce que... Oui, mais alors là ça mène ma question suivante. J'y pensais d'ailleurs. Votre livre il se termine par un petit guide de voyage très amusant à que voir et que faire. Et ma question, elle est simple, c'est est-ce qu'il y a un intérêt à visiter Monaco, Monte-Carlo? Est-ce qu'on n'est pas devant un désastre écologique assumé d'incessants projets d'extension maritime? Est-ce que tout cela n'est pas plus dangereux et ne ramène pas plutôt à Dubaï plutôt qu'à la Riviera? Oui, ça c'est vrai, c'est un petit côté Dubaï en miniature. Mais comme le prince Louis a un penchant très net pour l'écologie et la protection des fonds marins, etc., je pense quand même qu'il va peut-être y regarder à 2 fois avant d'accorder des permis d'extension, ou en tout cas que cette extension se fait pas trop au détriment des fonds marins. Hein. Ou alors, il y aura une certaine hypocrisie à avoir une image de défenseur de l'environnement, tout en fermant les yeux sur, évidemment, une extension... sur la mer, qui se fera au détriment des fonds marins. Bon, là, Ma question, alors, elle est plus simple. Est-ce que vous n'avez pas un intérêt pour Monaco, non pas pour son écologie qui n'existe pas, non pas pour son patrimoine qui reste quand même assez faible, ou pas plus supérieur à ce que la France possède à quelques kilomètres de cela, mais tout simplement parce que c'est un pays qui se maintient avec une sécurité, avec un peu d'autorité, avec un peu d'ordre, avec un peu d'organisation. L'État ne s'est pas effondré et qu'au regard de ce qui se passe en France, eh bien, ça devient un Eldorado. Ah ben, écoutez, imaginez, mon cher Martial, que vous ayez une certaine fortune et que vous vouliez vivre tranquille. Non, c'est pas le cas, moi non plus. Mais que vous vouliez vivre tranquille, que vos fonds soient bien gérés, très sincèrement, vous êtes mieux à Monaco qu'à Antibes ou à Nice. C'est certain. Il y a une sécurité totale. Il y a eu, peut-être, il y a eu un meurtre, je me souviens plus, mais c'est exceptionnel. Exceptionnel. Il y a une sécurité totale. Il n'y a pas de voitures incendiées. Il n'y a pas d'émeutes de banlieue parce qu'il n'y a pas de jeunes de banlieue. En conclusion de tout ça, alors, est-ce que le bonheur, il est réellement sur ce rocher? D'une certaine façon, si vous êtes... Je vous ai lu, j'ai l'impression que j'ai une réponse, mais... Oui, non, mais je vais vous dire très franchement, si vous avez une certaine fortune, du bien, effectivement, vous allez vivre très tranquillement dans la principauté de Monaco, et vous allez bénéficier, bien entendu, à quelques kilomètres des beautés de la Provence française, hein, de la Côte d'Azur. Bon, là, c'est très bétonné. On ne s'ennuie pas à Monaco, tout simplement, on ne s'ennuie pas à Monaco. Alors, si vous avez de l'argent... Monte-Carlo. Vous avez énormément de restaurants, vous avez des restaurants de haut de gamme, il y en a qui sont... Vous avez des supermarchés qui sont très abordables, mais vous avez des centres commerciaux de luxe, toutes les marques de luxe sont là, hein, bien entendu. Bon, tout à l'heure, j'ai fait un petit clin d'œil, Rolls-Royce, Lamborghini, Maserati, c'est vrai, il y a énormément de voitures haut de gamme, mais il y a aussi des petites voitures modestes, parce qu'il y a des gens modestes qui travaillent et qui vivent à Monaco. Mais ces gens-là, les monégasques, habitent dans des appartements de bonne qualité, de bon confort, de grand standing, mais avec des prix, si vous voulez, préférentiels. Parce que le prince, alors évidemment, c'est pas... c'est peut-être démagogique, mais enfin, les monégasques qui sont peu nombreux sont avantagés par rapport aux étrangers pour se loger. Déjà, c'est une chose. C'est l'inverse qui se passe en France. Enfin, sans exagérer. Sans exagérer, malheureusement. Allez, chacun va se faire un avis. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires de cette émission sur YouTube de laisser des commentaires. Oui, est-ce que vous considérez que Monaco, c'est une principauté de rêve? Oui ou non? Vous voyez qu'on ne s'est pas totalement départagé sur la question. Monaco, plus qu'une principauté de rêve, un État. Toujours est-il que c'est un plaidoyer et c'est aux éditions Godefroy de Bouillon avec toujours bien évidemment l'impétuosité et les qualités que l'on connaît d'écriture de Jean-Claude Rollinat. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie, Martial.